Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct revient ce mercredi matin avec Omar Berkouk, expert financier international, que nous avons souvent le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour Monsieur Berkouk. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Hassan Hadouche va nous accompagner comme d'habitude. Bonjour Hassan. Bonjour. Ça va? Tu résistes à la canicule ce matin? Oui. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ouais. Alors, c'est une grosse actualité financière qui nous attend dans cette émission. On aurait dû l'aborder il y a une semaine ou 10 jours avec l'émission du titre Biofarm. On n'a pas pu le faire au moment voulu, c'est pas trop tard. Biofarm a décidé de prolonger le délai de la souscription jusqu'au 7 avril. Alors, première question, Monsieur Berkouk, est-ce que l'émetteur a fait une erreur de vouloir lever 60 millions de dinars en 9 jours? Non, je pense que la société Biofarm est une belle société. Elle présente des caractéristiques financières tout à fait éligibles à la bourse d'Alger. Les 6 milliards de dinars qui correspondent à 20% de sa valorisation sont tout à fait à l'échelle de l'épargne disponible en Algérie et à l'échelle du pays. Oui, la question c'était, est-ce que 6 milliards de dinars, c'est dans les cordes d'une boîte comme Biofarm, on va en parler, mais de vouloir les lever en 9 jours, parce que ça avait été dit, on était à la soirée de clôture du roadshow à Alger, et les gens étaient un peu sceptiques sur la possibilité, compte tenu de la place, compte tenu des délais des virements, etc., des opérations bancaires, de pouvoir lever un tel montant en aussi peu de temps. C'est une question technique. Les souscriptions sont auprès des banques, des IOB. Ces institutions, ces opérateurs sont disponibles et une opération de cette taille aurait pu être souscrite uniquement à Alger avec l'argent disponible. Ce n'est pas le temps qui pose problème. Alors, c'est vraiment... alors si vous dites ça, M. Berkouk, ça veut dire qu'en fait, l'opération est possible pour d'autres raisons. Bien entendu. Cela témoigne uniquement du désintérêt des épargnants algériens pour la bourse en général. Et cela n'engage en rien la validité de la société. Alors, vous êtes en train de dire qu'on peut amener une belle Rolls-Royce à la bourse d'Alger avec de belles rémunérations. D'ailleurs, je voudrais avoir votre avis sur à la fois le ticket d'entrée, 1225 dinars l'action, avec quand même un multiplicateur par rapport à la valeur nominale qui est important, et la rémunération qui est proposée pour la première année. Est-ce que c'est attractif suffisamment? Parce qu'on va quand même interroger l'attractivité de cette émission. Oui, la société, les multiples qui ont été retenus sont conformes pour une société de croissance. Donc, ils ne remettent pas en cause la valorisation de la société. C'est vraiment le désintérêt pour le marché boursier que l'on constate avec la difficulté de placement et l'extension du calendrier de placement de cette société. Donc, ce n'est pas sans prix. Et ce n'est pas la rémunération qu'elle se propose de faire. J'ai eu l'occasion d'assister... Vous dites c'est ne pas sans prix, c'est-à-dire que vous considérez que Biofarm coûte plus cher que 20% à 6 milliards de dinars, elle coûte plus cher que cela. Elle pourrait valoir beaucoup plus cher que cela. Et si nous avions un marché boursier digne de ce nom, avec un marché secondaire actif, cette société devrait, après son introduction en bourse, montrer une valorisation supérieure. Monsieur Berkouk, moi, on m'a expliqué que la particularité, ou l'une des particularités de l'opération de l'émission de Biofarm, c'est que Biofarm, cette fois-ci, allait rechercher essentiellement des petits porteurs en grand nombre, et que cette démarche était illustrée par le fait que le seuil d'accès aux actions Biofarm était très très faible. On pouvait acheter 5 actions, que ça coûtait 6 000 dinars, etc. Bon, donc vous interprétez, vous, clairement le fait que
on prolonge la période de souscription, comme le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de souscripteurs, disons, de petits souscripteurs, de petits porteurs qui se sont, disons, intéressés à la... vous dites que c'est une opération poussive. Est-ce que ça veut... qu'est-ce que ça implique pour la suite de l'opération? Est-ce que ça veut dire qu'on va être obligé, comme d'habitude, de faire acheter les titres par des investisseurs institutionnels? Vous le savez, je rappelle une caractéristique de cette émission. Elle a été underwritée, c'est-à-dire garantie par la BEA. Elle ne peut pas faire... la BEA peut rester avec un reliquat d'actions non placées si jamais on n'a pas souscrit les 100%, mais Biopharm aura 100% de cette émission, du proceed, comme on dit, parce que la BEA a garanti le placement. Certificat de bonne exécution. Voilà. Donc, mais ce n'est pas l'objectif des institutionnels placeurs. L'objectif, c'est de disperser les actions J'en profite du plus grand public. J'en profite juste pour dire, j'ouvre une petite parenthèse. Nous sommes aussi à Radio M dans une phase de levée de fonds sur Internet. KissKissBankBank, c'est pas 6 milliards de dinars, c'est juste 5 000 euros. Et nous sommes dans la même problématique. Nous voulons qu'il y ait le maximum de souscripteurs pour montrer qu'il y a une communauté qui est large. Nous avons eu des propositions. Il peut y avoir 2-3 personnes qui bouclent l'opération. Mais c'est pas ça que nous recherchons. On a refusé de l'argent, alors nous. Oui, ça nous est arrivé. Oui. Absolument. L'intérêt pour un émetteur, c'est d'avoir une large diffusion de ses actions au sein du public. C'est sain, ça participe à l'éducation des épargnants, et puis ça ne concentre pas les blocs d'actions entre quelques mains. Et pourquoi le grand public ne s'intéresse pas, alors, si on peut tirer cette conclusion déjà? Mais il faut regarder le passé de la bourse, son démarrage, et surtout les dernières introductions en bourse, celles d'Alliance Assurance et de NCA. On peut maintenant à rebours dire que l'introduction en bourse d'Alliance fut un succès par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et je ne vais pas mettre en parallèle les secteurs. Le secteur de l'assurance est un secteur qui est solide, qui est pérenne et qui a de la visibilité à long terme. Celui de la pharmacie et du médicament l'est également. L'est également. C'est pas le même montant, hein. C'est pas le même montant. Mais ce n'est pas une question de montant. L'émission Alliance Assurance a eu lieu fin 2010, l'introduction en bourse en février 2011. On est en 2016. Normalement, il y a plus d'argent. Oui. Donc ce n'est pas le montant qui est en cause. C'est que, échaudé par l'expérience de NCA Ruiba et d'Alliance Assurance sur le marché secondaire, compte tenu de difficultés à trouver de la liquidité, de la profondeur de marché, je pense que l'épargnant algérien, même le moins sophistiqué, a compris qu'il se faisait piéger, que son épargne était piégée en bourse d'Alger. Donc la bourse algérienne a mauvaise réputation auprès des petits porteurs. J'aime pas parler de mauvaise réputation. En tout cas, je dirais il y a une méfiance. Il y a une méfiance des épargnants et il y a une défiance vis-à-vis de ce système d'investissement. Donc, Monsieur Bellecoq, on est encore en période de souscription, donc on va faire attention à ce qu'on va dire, pour ne pas échauder les éventuels épargnants qui veulent acheter ce beau papier qui est, comme vous le présentez, celui que nous propose Biopharm. Mais vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a un titre, une action, il est difficile de la liquider à la Bourse d'Alger, de faire une transaction. Oui. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mon expérience des marchés financiers en dehors d'Algérie, donc européens et voire américains, c'est que même quand il y a une crise, il y a une forte volatilité des marchés, on peut rentrer et sortir. On peut rendre liquide son portefeuille. Même quand le marché baisse de moins 10, moins 20%. Sauf à Shanghai, où les autorités chinoises bloquent les transactions à moins 7. Oui, mais dans les pays occidentaux, il y a des limites de trading, des moins 10, 2 fois moins 10, mais les transactions reprennent. Vous ne pouvez pas être coincé, sauf catastrophe. Il y a eu une fermeture des bourses américaines le 11 septembre de 2001, mais ils ont réouvert et les marchés ont corrigé par la suite. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de les fermer. Ils les ont fermés stratégiquement et politiquement pour ne pas rajouter à la panique, mais quand ça a réouvert, les marchés se sont ajustés par rapport à ce qui s'était passé en Europe. Donc, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a acheté une action
et à qui on a dit qu'elle était susceptible de trading sur une bourse et qui n'arrive pas à la revendre, ou voire même à en racheter d'autres. Monsieur Bercoq, sur ce point, au cours des derniers mois, des dernières années, vous avez formulé, une proposition extrêmement concrète, très simple, disons, pour trouver une solution dont vous pensez qu'elle constitue un élément de solution important pour assurer la liquidité des titres. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler le contenu de cette proposition et puis nous dire pourquoi une proposition aussi concrète que celle-là, aussi simple que celle-là, n'est pas adoptée, à votre avis, par les pouvoirs publics algériens? Oui, à l'observation et au regard de l'expérience que nous avons vécue avec le titre Alliance, au terme du contrat de liquidité que la compagnie avait souscrit, le titre s'est mis à baisser. Alors, on peut dire ce que c'est pour les auditeurs. Un contrat de liquidité, c'est les IOB qui s'engagent pendant une période donnée à échanger ce titre après son émission. Ce ne sont pas les IOB, c'est l'IOB spécialiste de la valeur. En ce qui concerne Alliance, c'était le CPA, et qui achetait pour le compte d'Alliance, avec les fonds d'Alliance, et qui rachetait les titres qui venaient à la vente. D'accord. Et ça, ça dure une certaine période, et après, c'est le marché qui doit prendre le relais. Et le marché, normalement, devrait prendre le relais. Et comme en Bourse d'Alger, le marché ne prend pas le relais, ce que nous avions suggéré, c'était une constitution de book ou de livres de trading ou livres de market making. Je suis désolé d'utiliser ces termes, ils sont anglo-saxons, mais c'est des teneurs de marché au niveau de chaque banque publique, puisque les 6 banques publiques sont IOB, avec une dotation minimale de 200 millions de dinars chacune, et faire à tour de rôle le soutien de marché, de telle manière à ce qu'aucune contrepartie désireuse de vendre ne soit désespérée. Et ça se fait un peu indépendamment des tendances, on va dire, de l'analyse financière. C'est-à-dire qu'il faut être là pour reprendre quand il faut reprendre, racheter quand il y a des gens qui veulent. Oui. Qui veulent vendre leur action. On l'avait vu en Europe jusqu'au Big Bang qui a eu lieu en Europe à l'initiative de Margaret Thatcher quand elle a réformé les marchés, avant que les banques n'intègrent les brokers, c'est-à-dire nos IOB en Algérie. Les grandes banques intervenaient sur les marchés, souvent pour les soutenir, et souvent c'était à l'initiative du trésor du pays. Je l'ai vu en France, quand je travaillais chez Paribas. La Caisse des dépôts intervenait. Les trois vieilles banques, Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP. À quelle époque? À quelle date? C'est dans les années 80. Et on n'est pas en phase de lancement de la Bourse de Paris à ce moment-là. C'est-à-dire que ce type d'intervention politique, parce que appelons-le comme il faut... Mais bien sûr. Ça arrive même plus tard après le lancement. Mais bien plus tard après le lancement. Parce que le maître mot, c'est la confiance. Ce n'est pas donner une valeur, une valeur éloignée de la réalité à une action, c'est rassurer les marchés sur la liquidité. Il ne s'agit pas de faire remonter un marché. Si je dois appliquer moins de 10 sur un titre, mais je dois permettre à quelqu'un de vendre à moins de 10. C'est l'absence de contrepartie qui rend fou. Oui. Alors, de ce point de vue-là, il ne s'est encore rien passé. Non, il ne s'est toujours rien passé. Les autorités algériennes considèrent que c'est l'information financière pure et dure. C'est-à-dire qu'ils appliquent des critères qui sont aujourd'hui valables sur les marchés occidentaux, les critères objectifs de valorisation, plus ou moins objectifs de valorisation d'un titre ou d'un marché, c'est-à-dire les multiples, la communication. Mais, tout à fait. Ce sont des paramètres pour un marché mature. Aujourd'hui, plus aucun pays de bourse moderne ne demande des interventions. C'est le marché qui régule. Il y a des arbitrages. Si une valeur est survendue, il y a quelqu'un qui va la racheter parce qu'il a les critères de valorisation. Si elle est surachetée, il y a des interventions.
mais c'est le marché qui se régule tout seul. Et on n'a pas encore compris en Algérie qu'on n'était pas dans ce cas de figure et qu'il fallait de l'intervention politique. Absolument. Même M. Ben Khelfa, qui est familier, M. Abdelrahman Ben Khelfa, le ministre des Finances, qui est familier à ce type de problématique, vous pensez qu'il n'est pas assez sensible à cette... Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter de vive voix avec lui, mais je pense qu'il est aux premières loges et compte tenu de son expérience pour comprendre que des interventions institutionnelles sont nécessaires pour animer la bourse d'Alger. Il devrait le comprendre de prime abord. D'autant plus que les montants dont vous parlez paraissent modestes. Alors vous dites 200 millions de dinars par banque, ça fait 1,2 milliard au total pour les 6 banques publiques. C'est vraiment une contribution relativement modeste. Mais comment vous avez calculé parce que le volume actuel est très faible. C'est par rapport au volume qui a encore baissé. J'avais fait ce calcul il y a 3 ans. Mais ils ont encore baissé. Alors ça m'amène, Omar, vous nous offrez l'occasion d'une transition, ça m'amène à l'autre problème de la bourse d'Alger. Le volume a baissé, c'est pas parce qu'il y a moins de titres qui circulent, c'est parce que leur valeur a baissé, la capitalisation de la bourse a baissé. Et le système d'évaluation, de cotation pose problème. Le système, c'est un fixing qui a eu tendance à tirer un peu les prix vers le bas. Même quand on veut acheter. Il paraît que quand on veut acheter, on fait baisser la valeur d'un titre. Oui, parce qu'ils déterminent un prix de référence qui n'est pas optimal en termes de valorisation. Donc il y a un débat autour de est-ce que la SGVB est là pour relever la valeur des titres. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui a demandé de revoir son système de cotation pour permettre le plus de transactions possible lors d'une séance de bourse. C'est-à-dire c'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas en ce moment. C'est-à-dire faire le jour de la séance de bourse, faire un continu dans la journée. C'est-à-dire permettre d'avoir plusieurs prix pour un titre donné, avoir un cours d'ouverture, un cours de clôture, un plus haut et un plus bas. Aujourd'hui, dans une séance de bourse, vous n'avez qu'un seul cours. Une seule transaction qui ne maximise pas. À Port Saïd, ça se passe mieux pour les devises. Ça bouge durant la journée, c'est incroyable. Un de mes collègues analystes a évoqué Port Saïd et Wetsma, et ça n'a pas plu aux autorités de la SGVB, que je comprends, parce que ils ont d'autres responsabilités. Pour terminer peut-être sur ce chapitre, est-ce qu'on peut tirer de ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Parce qu'il y a un programme d'introduction en bourse qui a été annoncé par les autorités algériennes, en particulier un programme d'introduction en bourse prochaine d'un certain nombre d'entreprises publiques. Est-ce qu'il y a des conséquences à tirer, des enseignements à tirer de ce qui se passe actuellement pour ces futures introductions en bourse? Mais vous avez tout à fait raison de rapporter ce qui se passe sur Biofarm à ce qui attend la bourse d'Alger lors de l'introduction annoncée de ces 8 ou 10 valeurs qui sont dans le pipeline. Je pense que ça sera un flop. L'introduction des entreprises, l'ouverture de capital d'entreprises publiques. Bien entendu. Exactement, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Il faut que vous développiez cette... Pour les mêmes raisons. Ça risque d'être un flop. Mais un flop, c'est-à-dire le désintérêt. Si on n'arrive pas à placer 6 milliards de dinars en bourse d'Alger pour une société dont on comprend tout à fait ce qu'elle fait, on sait comment elle gagne son argent, on trouve ses produits dans les officines, ce n'est pas compliqué pour un Algérien de comprendre ce que fait Biofarm. Comprendre le modèle du CPA ou comprendre le modèle d'une compagnie d'assurance, etc., c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc si on n'arrive pas à placer dans les délais Biofarm, comment voulez-vous faire pour le reste? Alors, ça sera un flop, ça veut dire que ce ne sera pas un flop, ça veut dire que ce sont en fait des investisseurs institutionnels qui vont rentrer dans le capital de ces entreprises publiques. Oui, mais il y a une limite à la prise ferme de ces papiers. Nous allons peut-être aborder un peu plus tard les questions de liquidité, de disponibilité bancaire. Donc elles peuvent pas. On va se mordre la queue. Des émissions publiques prises par des banques publiques. D'accord, on va dans cette direction-là. Mais je ne le souhaite pas. Mais c'est le risque. Mais on pourrait aller dans cette direction. Est-ce que, M. Omar Belkouk, parce qu'on va engager un peu une transition pour avancer dans le reste de l'actualité financière de ces dernières semaines, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, vous avez évoqué plusieurs raisons, notamment la difficulté de la liquidité dans l'émission Biofarm, est-ce que l'arrivée de l'annonce
de l'emprunt national avec son taux de rémunération n'a pas aussi gêné cette opération-là? Ou alors ça ne s'adresse pas au même public? Cela ne s'adresse pas au même public. D'après ce que nous comprenons de l'emprunt national, qui va être au porteur et anonyme, il s'adresse à de l'argent qui n'est pas bancarisé. Vous ne pouvez pas acheter Biopharm avec de l'argent liquide. Il faut que vous ayez un compte chez un IOB, avoir un compte bancaire et le faire débiter pour pouvoir souscrire. Donc, Donc vous êtes en train de nous confirmer que l'emprunt national s'adresse plutôt à l'argent noir? En creux, c'est ce que vous dites. Oui. Je pense qu'il est designé pour capter le maximum d'argent informel. Mais c'est une bonne chose. Si ça peut le remettre dans le circuit du financement de l'économie, du déficit budgétaire, les gens qui ont fait cet argent ont échappé à l'impôt, à toutes les contraintes de charges sociales, etc. C'est un juste retour. C'est un juste retour de les rémunérer? Non, pas de les rémunérer. Qu'ils le remettent dans le circuit officiel de financement de l'économie. Mais les rémunérer, quand on fait un emprunt public, il faut donner un prix à la dette. Oui. On ne le fait pas uniquement pour capter une certaine forme d'épargne, mais quand on émet, c'est un signal qui indique le prix de la signature de l'État. Donc l'État ne peut pas faire un zéro coupon pour punir l'argent informel. Donc la signature de l'État, aujourd'hui, c'est autour de 5%. Attendez, pour un moyen terme. Monsieur Bercoq, il y a quand même un problème. Il y a quand même, à mon avis, moi je considère comme vous, vous venez de nous dire que l'emprunt obligataire, disons, était une bonne chose. Oui. C'est certainement une très bonne chose. Bon, il y a quand même un problème de télescopage entre deux initiatives récentes. Il y a l'amnistie fiscale, dont on compte. Ce qui est surprenant, c'est qu'on continue de nous en parler. J'ai entendu ce matin à la radio encore qu'il y avait des séminaires régionaux qui étaient organisés ces jours-ci pour expliquer aux gens, disons, que la démarche de l'amnistie fiscale. Bon, et maintenant, on nous dit qu'en avril prochain, vous nous dites que la démarche adoptée pour l'emprunt national, pour ce que j'appelle le grand emprunt national, ça va être une démarche en fait qui va rendre caduque l'amnistie fiscale et qui va rémunérer l'argent de l'informel. Elle ne la rend pas caduque. Ce sont deux process alternatifs, mais ils ne sont pas concurrents. Mais c'est aussi le constat que le lancement de cette amnistie fiscale il y a presque un an est un quasi-échec. Il y a eu 250 dossiers qui ont été traités par l'administration fiscale. Donc ça n'a pas été très incitatif. Donc c'est le constat d'échec de cette initiative mais cette initiative est toujours en cours. Elle se termine le 31 décembre 2016. Elle est toujours en cours. Ils ne l'ont pas supprimée. On l'a pas supprimée. Mais qu'est-ce qui peut pousser dans les mois qui viennent et d'ici fin 2016 disons, un acteur de l'informel, quelqu'un qui est détenteur de fonds importants, à aller vers l'amnistie fiscale? C'est une très bonne question. Oui. Alors, plaçons-nous du point de vue de quelqu'un qui a fait de l'informel et qui a de l'argent à la maison. Il a la possibilité de payer tout de suite 7% et de rendre son argent disponible bancairement parlant. Et celui à qui on dit « on te donne 5%, mais tu le bloques à 3 ans ou à 5 ans. » Regardez le pari. D'accord. Vous voyez? Vous n'y avez pas pensé à cela. 7%, j'ai mon argent disponible immédiatement. Sinon, Monsieur Bercoq, vous êtes le premier expert qui Donc vous voyez tendez une perche à M. Abdelrahman Ben Khelfa en disant que son opération peut encore tenir le coup face à l'emprunt national. Mais parce qu'il faut faire un calcul d'arbitrage. Est-ce que je rends mon argent halal, oui. Du point de vue bancaire, et j'accède à sa disponibilité immédiate. Je peux faire des chèques, je peux faire des transactions chez le notaire, etc. Et je paye 7%. Ou alors l'État me donne 5%, mais j'en ai la disponibilité que dans 3 ou 5 ans. Alors la disponibilité dans 3 ou 5 ans, ça m'amène à la question technique pour nos amis auditeurs.
pendant ces 5 ans, vous n'avez plus votre liquide, puisque vous l'avez prêté au Trésor public, mais vous avez un coupon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un coupon du Trésor public? C'est un bon ou une obligation. Avec Qu'est-ce qu'on peut... Et si on pouvait faire du business avec de la même manière qu'avec son argent, ça ne se décode pas. Je pense que les banques n'auront pas de réticence à le prendre en collatéral, à le nantir pour vous prêter, puisque le papier, c'est la signature de l'État. Donc, une banque commerciale peut le prendre en considération et vous prêter de l'argent sur cette obligation. Nous, Interface Média, on est une boîte qui est dans l'immatériel, on va dire, beaucoup sur le digital. Si demain on veut lever un crédit d'investissement et que la banque, c'est ce qu'elle va faire, va nous demander des garanties en assets physiques, si on a des bons du Trésor, on peut les proposer comme garantie, comme collatéral, plutôt qu'une maison qu'on n'a pas ou un siège social à notre nom. Mais bien entendu. Elle ne le prendra pas à 100%. Elle fera une décote, mais elle ne sera pas très élevée. Dans les pays occidentaux, la décote sur le papier d'État, c'est 10%. Donc on prend les OAT à 90% de leur valeur. Et donc, dans l'arbitrage que vous citiez à un moment auparavant, on donne son argent à l'État, mais on peut utiliser ce qu'il nous donne. Mais absolument. Oui, mais la décote revient au même. Quand je vous dis que c'est 90 en Europe, mais peut-être qu'il le prendra 70%. Mais payer 7% ou reprendre 70% de sa valeur, c'est un calcul. C'est un calcul à faire. Mais je peux vous assurer que c'est équivalent. Et donc, vous expliquez, pour répondre à la question de Hassan, que la campagne continue pour la mise en conformité je pense fiscale. Qu'ils prolongent une loi, mais ils ne l'ont pas analysée sous cet angle-là. Mais si je devais, moi, conseiller quelqu'un, s'il a des projets immédiats à financer, je lui recommanderais d'aller à l'amnistie fiscale, payer les 7%. Mais s'il n'a pas besoin de son argent immédiatement, il achète l'emprunt national. Monsieur Bercouk, l'emprunt national, donc, c'est une opération importante. Vous avez dit que c'était une bonne opération. À votre avis, c'est une opération qui va rencontrer du succès auprès du public algérien? C'est une opération qui potentiellement peut ramasser beaucoup d'argent? Cette opération nécessite beaucoup d'explications, beaucoup plus d'explications que l'opération Bioferm. J'en profite pour vous poser juste une question qui nous intéresse, nous, beaucoup. Est-ce que, en tant qu'expert financier, vous avez assisté à des opérations importantes, des opérations souveraines, des levées de fonds, des introductions en bourse, vous avez un grand vécu de financier. Est-ce que, d'abord, sur l'opération mise en conformité fiscale, est-ce que vous trouvez que l'État a suffisamment expliqué, a suffisamment dépensé en frais de promotion, en frais d'explication de cette opération? Non. L'État communique très mal. Si quelque chose devait être initié au niveau du ministère des Finances et au niveau du ministre des Finances, je pense qu'il devrait s'adjoindre une équipe de communication pour bien expliquer au grand public les opérations financières. Alors, je vous pose cette question-là. Je vous pose la question-là parce que vous dites bien qu'il faut beaucoup expliquer pour le grand emprunt. Pour le grand emprunt. Et donc, il faut changer le format de la communication. Tout à fait. Et regardez, on est encore au stade de la rumeur ou de la rumeur organisée. On ne sait rien. Donc, quand ils vont, le seul bémol, c'est qu'ils vont s'accorder beaucoup de temps. 6 mois. Ils vont s'accorder 6 mois. Ils vont ouvrir une fenêtre de souscription de 6 mois. Donc, ils auront le temps de corriger le tir. Mais il aurait été préférable de faire une préparation, d'arrêter les caractéristiques et de commencer à communiquer sur les raisons de cet emprunt, sur la manière dont il est organisé. Surtout, la manière dont il est organisé. Un des premiers obstacles, c'est le ministre des Finances, encore une fois, qui le pointe dans sa communication. C'est un peu la levée de fonds, la levée d'obstacles, le barrage qui a été fait sur le crédit à la consommation par une frange des religieux, pas tous, mais par une frange dans la société qui dit c'est de la riba s'il y a un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt de 5% qui est proposé va être aussi snipé, entre guillemets, par une partie de la pensée religieuse qui va dire voilà, c'est pas halal. Oui, bien sûr, j'ai entendu ce type de remarques, mais il est possible de transformer, de travailler, de restructurer
cette émission pour la rendre charia compatible. On pourrait séparer le coupon de l'obligation, mais je ne voudrais pas trop développer là-dessus parce que c'est un conseil d'investissement et je préfère me le garder. C'est un conseil d'investissement, oui. Le ministre dit c'est de la mourabaha, c'est-à-dire que vous participez au financement du port de Hamdania à Cherchel, d'une voie ferrée qui va faire rentrer de l'argent à l'État et en fait vous êtes co-actionnaire de cet équipement. Oui. Vous n'allez pas dire que c'est pas vrai, vous allez nous faire des problèmes avec le ministre des Finances. Non, c'est de la gymnastique, c'est de la... C'est pas suffisant comme explication. Mais absolument, puisqu'on ne connaît pas les affectations, on ne connaît pas l'affectation. C'est à ça qu'on voulait vous amener. C'est déjà un petit peu de la communication. C'est à ça que vous voulez, les affectations. Mais alors, voilà, disons, vous nous avez dit on ne sait pas grand-chose. On sait quand même, disons, on sait déjà depuis le début mars qu'il y aura un emprunt qui sera lancé en avril. On sait déjà, grâce au Premier ministre, que le taux serait de 5%. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu du taux, justement. Et puis, on sait déjà, à cause de M. Ben Khalfa, des déclarations qu'il a faites là, il y a une semaine ou deux à la Radio Nationale, qu'on va ouvrir un guichet pendant 6 mois et puis qu'on ramassera le plus d'argent possible. C'est l'expression qu'il a utilisée. Bon, alors... D'abord, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez qu'on peut ramasser beaucoup d'argent ? Est-ce que vous avez, vous, des chiffres qui... Sur un délai de 6 mois, avec beaucoup d'explications, oui, on finira par lever, compte tenu des sommes disponibles sur le marché, les 3 900 milliards de dinars d'argent informel qui sont supposés dormir dans les matelas des commerçants et épargnants algériens. Si on arrive à lever 1000 milliards ou 1300 milliards de dinars, ça serait un succès. Mais je pense 1300 milliards en dollars, ça fait 10. 13 milliards de dollars. Ça. Non. Plutôt 11, parce que ça s'est décoté. 12, disons. C'est tout à fait à l'échelle de l'épargne disponible et du temps que l'on se donne. Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas facilement. Il va falloir retravailler, fabriquer des véhicules de portage de cet emprunt. Il faut de l'ingénierie financière pour pouvoir le vendre, entre guillemets, aux destinataires finaux de cet emprunt. Et donc, il pourra être transformé en produit charia compatible. Ça peut très bien se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il n'est pas inimaginable qu'on commence qu'on lance une première opération et qu'ensuite on en envisage 2 ou 3 successives, etc., qui permettraient justement d'améliorer. Non. La forme de robinet ouvert pendant 6 mois est la meilleure. Parce qu'on ne sait pas, on ne saura pas où on en est dans la souscription. On ne pourra dire que c'est un succès ou un échec qu'au terme des 6 mois. D'accord. Et les 5%, le taux d'intérêt qui a été annoncé. Le taux d'intérêt dépend des anticipations d'inflation que l'on projette, mais je ne pense pas que les détenteurs de l'informel raisonnent en ces termes. Mais 5%, si on pense que l'inflation sera supérieure à un horizon de 3 à 5 ans, c'est leur contribution. Et vous pensez quoi, M. Belcook, de l'inflation ? Vous pensez qu'elle va monter ? Je pense que l'inflation sera supérieure au niveau actuel de 4, 8, 5, et elle serait proche d'une inflation à 2 chiffres, à un horizon de... Un horizon à 2 chiffres, alors ça m'amène à juste une parenthèse. Donc, si on devait faire un arbitrage à ce moment-là entre Biofarm et l'emprunt national, est-ce qu'on ne se protégerait pas mieux de la montée de l'inflation en achetant du papier action plutôt que de la dette ? Tout à fait. L'inflation est favorable aux actions parce que les entreprises qui ont du pricing power, qui ont la capacité de revoir leur prix, le répercutent sur leurs clients, et donc c'est la meilleure protection. Les obligations à taux fixe, c'est le pire des investissements en période d'inflation. Mais vous avez dit tout à l'heure, disons hors antenne, que éventuellement l'emprunt national pourrait être assorti de plusieurs formules différentes de taux d'intérêt.
Oui, mais c'est quand même du taux fixe. Ça ne vous protège pas contre l'inflation. Donc, il y a du petit court terme à 3 ans et un petit moyen terme à 5 ans, d'après ce que je comprends. Mais c'est du 5% ou du 5,75, ça ne vous protège pas. Le taux fixe n'est pas un taux, c'est les taux variables qui vous protègent contre l'inflation. Mais on peut imaginer un marché informel de ce bon qui s'échange sur ce marché informel. Il y aura tous les marchés. Il ouvre la porte à toutes les structurations, toutes les transactions. Et donc sa valeur peut monter sur le marché informel. Et considérez que cette obligation portant un coupon et anonyme, c'est un billet de banque avec 5% d'intérêt. Donc, qui dit billet de banque dit susceptible d'être accepté dans une transaction. Y compris comme moyen de paiement. Oui, pas chez son boulanger. D'accord, on avait bien compris cela. Moi, je voulais un mot, Hassan, juste sur les chiffres qui circulent sur le niveau de l'épargne disponible, 3 900 milliards de dinars dans l'informel. Vous tenez d'où ce chiffre, M. Belkouk? Mais c'est les regroupements de masse monétaire créés, tout ce qui ne revient pas en banque, tout ce qui a été créé qui ne revient pas en banque. D'accord. Par la Banque d'Algérie. Parce qu'il y a quand même le petit souci de se réveiller peut-être un petit matin et se rendre compte que l'épargne domestique n'est pas aussi importante que ce qu'on lui prête. Mais regardez la masse monétaire qui a été créée de 2010 à 2014. Et celle qui est en banque. Mais oui, celle qui est en banque. Mais il y a une autre objection, M. Berkouk, sur cette question. Ce n'est pas celle qui concerne le montant de la circulation monétaire hors banque, c'est celle qui consiste à dire que l'argent de l'informel n'est pas forcément de l'argent dormant. C'est-à-dire que l'argent de l'informel, il travaille, il a son utilité, et les acteurs de l'informel ont leur propre logique, ils font travailler leur argent, et bon, ils ne sont pas prêts forcément à le donner à l'État. Ouais. Mais cet argent, la plupart du temps, il est né d'opérations commerciales, avec beaucoup d'opérations d'import. Il n'y a pas d'export, il y a beaucoup d'imports. Mais vous voyez bien il y a de l'export par informel, toujours dans l'informel. Oui, voilà. D'accord, mais il y a plus d'imports. Il y a beaucoup plus d'imports. Vous voyez bien que l'État est en train de refermer les portes des importations. Donc, il ne va plus trouver d'utilité. Il ne va plus trouver d'utilité, vous allez voir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'investissement en Algérie. Bien sûr. Donc, il est obligé de se réinvestir dans des projets long terme, des projets de production. Monsieur Belkouk, on arrive vers la fin de cette émission et je pense qu'on a fait... c'est très difficile parce que l'actualité est effectivement très très chargée. Est-ce que l'État ne risque pas de revenir devant les épargnants en Algérie en 2017 parce que le déficit budgétaire aura été trop important en 2016 et qu'il va y en avoir un autre en 2017 et que l'État n'aura pas trouvé la solution pour le financer? Mais d'où la solution de cette ouverture de guichet à 6 mois et sans limite de montant. Donc c'est un coût pour plusieurs années. Mais bien entendu, leur objectif, c'est de collecter le maximum d'épargne et ils peuvent même articuler d'autres bans avec d'autres taux d'intérêt à l'intérieur de la période de 6 mois. Donc finalement, ils se sont donné le plus... C'est hétérodoxe, ce n'est pas une méthode orthodoxe, mais ils se sont donné le plus de flexibilité possible. Donc vous pouvez émettre plusieurs tranches. Le guichet est ouvert. Très bien. On avait dit un mot sur les dotations, on va finir quand même sur les autres modes de financement. Alors, il y avait la crainte que cette opération siphonne l'argent institutionnel. On peut penser que ce ne sera pas tout à fait le cas à cause de cette possibilité du porteur anonyme, donc de capter de l'argent du marché informel. Qu'est-ce que vous dites, vous, de cette polémique sur le financement par le crédit, par l'endettement international des projets, notamment de Sonatrach, de Sonelgaz et des autres projets d'équipement? Il y a peu de candidats éligibles à l'endettement international, donc l'endettement de devises, en dehors de Sonatrach, qui a des recettes en devises et qui peut faire l'adéquation entre ses charges financières en devises et ses recettes en devises. Les autres acteurs, et notamment Sonelgaz, qui a un gros besoin d'investissement en matière d'équipement de centrales électriques, il aura besoin de la garantie de l'État pour aller sur les marchés. Ça reviendrait à un endettement étatique. Donc aujourd'hui, on a encore des devises.
Sonelgaz ne peut pas y aller sans engager la signature de l'État. Donc aujourd'hui, il faut revoir. Je comprends que le gouvernement, Sellal, va proposer une nouvelle économie à partir du mois d'avril, en même temps que le lancement de l'emprunt. Il faut revoir nos projets. Il faut tout revoir pour savoir qu'est-ce que l'on va financer avec de l'endettement externe et ce que l'on finance avec l'épargne domestique, l'épargne locale. On peut faire des projets qui reposent sur un partage privé-public, du project finance. Style Shell, le port Oui, avec les Chinois. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des articles d'experts qui nous ont alerté sur le risque de s'enfermer dans une sorte de rente de situation qu'on donnerait aux partenaires chinois uniquement contre un financement à taux réduit. Mais oui, bien sûr, les Chinois ne font rien contre rien, comme tout le monde d'ailleurs. Comme tout le monde. Mais tout ça est affaire de négociation. Les baux que l'on peut donner sur une concession, etc. Tout ça se calcule. Mais plus on attend pour modifier notre politique économique, moins on sera confortable dans une négociation. C'est-à-dire qu'on sera obligé de prendre ce que l'on nous donnera. Il faut faire recalculer les projets, revoir les projets d'investissement à venir, les priorités, et regarder la manière dont on va les financer. Est-ce qu'on va les faire sur le financement public ou des associations que l'on peut encore négocier aujourd'hui? On peut encore négocier et ne pas être forcément dans des situations déficitaires en termes de rapport de force. Alors, dans une situation comme celle-là, où il faut faire preuve de modernité financière, oui, d'audace financière, oui, etc., vous dites quoi du peu de place qu'occupe la réforme financière, la réforme bancaire dans le discours, dans le dispositif du gouvernement? On n'a pas l'impression que ce soit un projet prioritaire aujourd'hui. Par exemple, il y a une règle d'or. Certains chefs d'entreprise le disent, Aker, aussi un peu Anbni, flux entrant, flux sortant. Si on veut capter des capitaux, il faut laisser les dividendes repartir. Vous en dites quoi? Oui, mais ça ne relève pas de la réforme bancaire, du système financier. C'est le contrôle de change et l'application des lois que nous avons déjà adoptées. Il est prévu dans la réglementation algérienne en matière d'investissement la possibilité de rapatrier les dividendes et de rapatrier le capital que l'on a amené si on a décidé de désinvestir. Tout ça existe dans la réglementation algérienne, dans les lois algériennes. C'est leur application. Donc on n'a pas besoin d'un dispositif supplémentaire. C'est pourquoi on décourage les IDE, pourquoi les gens n'ont pas confiance pour venir investir en Algérie, pourquoi on pratique les prix de transfert au lieu de rapatrier normalement et en toute transparence en dividendes. C'est-à-dire que les gens qui acceptent de venir investir en Algérie trouvent le moyen de contourner ces difficultés. Voilà. Donc, on peut dire un mot de ça aux auditeurs. Le prix de transfert, c'est-à-dire que lorsque le commerce se fait à l'intérieur d'un même groupe, les marques présentes en Algérie ont tendance à gonfler leur importation pour enrichir la maison mère. À défaut de lui envoyer des dividendes. Voilà, ils font leur profit à l'extérieur. Mais les autorités algériennes sont parfaitement au courant. Elles le voient. Mais elles l'ont laissé se pratiquer au lieu d'appliquer tout simplement la réglementation qui est en vigueur. On n'a pas besoin de prendre plus de... On va peut-être se revoir. Oui. Mais, M. Bercourt, peut-être une dernière question. Enfin, il y a une chose que j'ai retenue des propos que vous venez de tenir, c'est qui est un petit peu alarmante en fait, parce que vous êtes une des rares personnes vous prenez beaucoup de risques sur les chiffres que vous annoncez, etc. Vous n'hésitez pas à annoncer Vous nous avez dit qu'on risquait d'aller vers une inflation à 2 chiffres. Je veux dire, admettons que ce soit un risque qu'on court, que ce soit un des risques principaux, disons, que le pays court au cours des prochaines années, sans préciser les chiffres.
quelles sont, à votre avis, les mesures qu'il faut prendre, les précautions qu'il faut prendre, les principaux dangers qui nous guettent, disons, dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, parce qu'on sent bien, évidemment, qu'il y a un besoin de financement important de l'État en particulier, en particulier surtout de l'État, disons, dans les prochaines années. Donc, la tentation pour l'État d'aller, évidemment, vers le financement monétaire de l'économie. Est-ce que... quelles sont les précautions ou alors, est-ce que c'est un moindre mal? Mais la question est très simple, c'est qu'il faut répondre à la question du niveau du déficit budgétaire. Il a été de 16% en 2015. Oui. C'est ce que le FMI vient de nous dire. Ouais. Et on le prévoit de cet ordre de grandeur en 2016. Au moins, oui. Mais il est difficile d'avancer un chiffre, mais je peux dire aujourd'hui qu'il sera supérieur. Donc la question qui se pose, c'est comment allons-nous le financer? Attendez, M. Belcoq, vous venez de dire le déficit budgétaire prévisionnel pour 2016 sera supérieur à 16%. Oui, il sera forcément supérieur. Le PIB est en train de se réduire. Le dinar dérive par rapport aux grandes devises. On a pour nous la déflation mondiale. C'est-à-dire on achète des produits chinois, etc. Donc on bénéficie de la déflation mondiale et de la baisse des prix des matières premières. Mais notre productivité est faible. Nous dépendons quand même beaucoup de ce que l'on achète à l'extérieur. On n'a pas une grande marge de manœuvre. Donc la vraie question qui va se poser autour de l'inflation, c'est comment on va financer le déficit budgétaire qui ne sera pas inférieur à celui de 2015. Donc soit en monétisant ce déficit, c'est-à-dire par une création monétaire pure et dure, ou soit en lançant des emprunts qui vont concurrencer le coût de la ressource sur les marchés financiers, donc augmenter les taux d'intérêt qui vont se retrouver dans les coûts de production. Donc l'inflation mécaniquement va monter. Je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire qu'elle sera de 9 ou elle sera de 8 ou elle sera de 11, mais elle sera supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. À ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est mécanique, on l'aura. Bien sûr. L'aura dans quel délai? On l'aura pas forcément en 2016, on l'aura plutôt à partir des années un horizon 2018. Voilà. On aura 2018. Les acteurs vont répercuter, il va y avoir des anticipations. À partir du moment où la mécanique va s'enclencher, c'est des anticipations inflationnistes. Alors, pourquoi alors, on va quand même terminer, parce qu'on ne veut pas terminer sur une note aussi pessimiste, une inflation probablement à 2 chiffres et un déficit budgétaire supérieur à celui... Non, M. Vercoux, qui a dit 8%, 7%, il ne veut pas s'engager sur les chiffres. Ne disons pas 2 chiffres. Il a dit 2 chiffres dans un exemple. Alors, quand même des raisons d'espérer dans tout ça. Les raisons d'espérer, c'est que j'espère que cette situation va produire un train de réforme qui va libéraliser l'économie algérienne parce qu'elle ne manque pas de ressources, d'énergie. Elle a la ressource humaine et elle a la matière première. L'Algérie est un pays riche et il a été sous-administré et sous-exploité au niveau de ses ressources humaines et naturelles. Donc si on libère les énergies, les facteurs de production peuvent se mettre en mouvement et on peut passer d'un modèle où on achète tout à l'étranger pour consommer à un modèle où on commencera par satisfaire notre propre consommation. Voilà. Monsieur Omar Belcoq, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin.